L'histoire s'intitule L'affaire de la perle rose. Que diable faites-vous dans cette position? S'exclama Tuppence en pénétrant dans le sanctuaire de l'Agence internationale de recherche et trouvant son seigneur et maître affalé parmi un amas de livres. Le coupable se releva pesamment. J'essayais de placer ses bouquins en haut de l'armoire, et cette maudite chaise a cédé sous mon poids. D'où viennent ces livres? Tuppence ramassa un volume au hasard. Le chien des Baskerville. Je relirai celui-ci avec plaisir. Vous devancez mes intentions, déclara Tommy, en chassant méticuleusement la poussière de ses vêtements. De temps à autre, nous devrions consacrer une demi-heure au grand maître du roman policier, car, voyez-vous, Tuppence, je suis obligé de constater que nous ne sommes que des détectives amateurs. Il serait bon que nous acquérions une technique. J'ai l'intention de lire plusieurs écrivains et d'établir une comparaison entre les méthodes employées pour résoudre les problèmes criminels. Vous savez, Tommy, bien souvent, je me demande comment ces détectives imaginaires se seraient comportés dans la réalité. Tuppence prit un autre volume, dont elle lut le titre. Par exemple, il vous sera difficile de vous mettre dans la peau d'un Thorndyke. Vous n'avez aucune expérience médicale, pas la moindre notion juridique, et je ne pense pas que la chimie soit votre point fort. Peut-être. En revanche, j'ai l'avantage de posséder un très bon équipement photo, et je me propose de photographier toutes sortes d'empreintes que j'étudierai à loisir. À présent, mon ami, faites fonctionner vos petites cellules grises. Que vous suggère ceci? Il montra du doigt l'intérieur de l'armoire, où une robe de chambre au motif quelque peu futuriste voisinait avec une paire de babouches et un violon. C'est l'évidence même, mon cher Watson. Exact. Les caractéristiques de Sherlock Holmes. Il prit le violon et promena distraitement l'archet sur les cordes, ce qui eut pour effet immédiat d'arracher un cri d'agonie à Tuppence. À ce moment, un timbre discret résonna sur le bureau, indiquant l'arrivée d'un client qu'Albert obligeait à patienter. En toute hâte, Tommy replaça le violon dans l'armoire et poussa les livres sous le bureau. En fait, on a tout le temps. Je suis sûr qu'Albert a dû me dire en conversation téléphonique avec Scotland Yard. Allez dans votre bureau et mettez-vous à votre machine, Tuppence. Cela crée une atmosphère favorable. Non, après tout, restez là. Vous prendrez des notes sous ma dictée. Jetons un coup d'œil sur notre victime, avant qu'Albert ne nous l'envoie. Ils s'approchèrent du Judas et aperçurent une jeune personne à peu près du même âge que Tuppence, grande et brune, les traits tirés et le regard hautain. Vêtements bon marché mais originaux, remarqua Tuppence. Faites-la entrer, Tommy. 1 minute plus tard, la visiteuse échangeait une poignée de main avec le célèbre M. Blunt, tandis que Tuppence demeurait assise, les yeux modestement baissés, sur son bloc sténo. Ma secrétaire particulière, Miss Robinson, expliqua Blunt avec un geste de la main. Vous pouvez parler librement en sa présence. Il se renversa contre le dossier de son fauteuil, les yeux mi-clos, et remarqua d'un ton banal. Emprunter l'autobus à 7 heures de la journée doit paraître bien désagréable, Miss. Je suis venu en taxi. Vraiment? Avec un regard de reproche, Tommy fixa le ticket accusateur qui dépassait du gant de l'inconnu. La jeune fille sourit et sortit le bout de papier bleu. Je l'ai ramassé dans la rue, un de nos petits voisins en fait collection. Tuppence toussa discrètement et son mari lui jeta un coup d'œil courroucé. Quel est le but de votre visite? lança-t-il brusquement. Vous avez bien besoin de nos services, Miss Kingston Bruce. J'habite chez mes parents à Wimbledon. Hier soir, une personne a perdu chez nous une perle de grande valeur. Monsieur Saint-Vincent, qui se trouvait là, a parlé de votre agence au cours du dîner. Ma mère souhaiterait que vous vous chargiez de l'affaire. Elle dit tout cela d'un ton maussade, presque à regret. Il paraissait évident qu'elle ne partageait pas le désir de sa mère et qu'elle était venue contre son gré. Intrigué, Blunt s'enquit. Vous n'avez pas appelé la police? Non, ce serait idiot si nous devions découvrir que l'objet a seulement roulé sous un meuble. Parce qu'il est possible que la solution soit aussi simple. Miss Kingston Bruce haussa les épaules. On fait souvent beaucoup d'histoires pour des bêtises. Tommy s'éclaircit la voix et annonça d'un ton professionnel. Naturellement, je suis très occupé en ce moment. Je comprends. La jeune fille se leva avec un soupir de soulagement qui n'échappa à Tuppence. Cependant, reprit le directeur, je peux m'arranger pour faire un saut à Wimbledon. Quelle adresse, s'il vous plaît? Les Lauriers, Edgeworth Road.
Prenez note, je vous prie, Miss Robinson. La visiteuse hésita un moment avant de conclure assez sèchement. Nous attendrons donc votre visite. Au revoir. Drôle de fille, grogna Tommy, dès qu'elle eut disparu. Assez difficile à comprendre. Je me demande si c'est elle qui a volé la perle. Allez, Tommy, rangeons ces livres et allons rendre visite au Kingston Bruce. Au fait, qui serez-vous? Sherlock Holmes? Je crois que j'ai besoin d'expérience pour ce rôle. Je me suis bien laissé avoir avec le ticket d'autobus, hein. Plutôt, si j'étais vous, je ne m'attaquerais pas trop à cette fille, qui est fine comme l'ambre. Malheureuse aussi, la pauvre. Je suppose qu'il vous a suffi d'examiner le bout de son nez pour savoir déjà tout sur elle. Voici ce que, mon avis, nous devons trouver au Laurier, expliqua Tuppence, ignorant la remarque ironique de son mari. Une maison pleine d'aristocrates sans le sou, et de snobs béats d'admiration. Le père, s'il vit encore, possède sans aucun doute un grade militaire important. La fille se plie à leur manière de vivre, non sans en souffrir. Tommy jeta un dernier coup d'œil sur les livres soigneusement alignés et prononça pensivement. « Je crois que je serai Thorndyke aujourd'hui. Cette affaire ne semble pourtant pas placée sous le signe médico-légal. Peut-être, mais je meurs d'envie d'utiliser mon nouvel appareil photo. Eh bien, je parie que j'obtiendrai un meilleur résultat de mon côté que vous du vôtre. » Tommy ignora le défi pour constater. « Je devrais avoir un cure-pipe. Je me demande où on achète ces engins-là. Il y a bien le tire-bouchon breveté que ma tante Araminta nous a offert pour Noël. Un étonnant engin de destruction, non? Je serai Polton, décida brusquement Tuppence. Vous? Vous ne seriez même pas capable d'accomplir le moindre de ces exploits. Je peux toujours me frotter les mains en guise de satisfaction. C'est largement suffisant pour commencer. J'espère que de votre côté vous allez procéder à des moulages d'empreintes de pas. Tommy fut ainsi réduit au silence. Ayant récupéré le tire-bouchon de la tante Araminta, ils sortirent la voiture et prirent la direction de Wimbledon. Les Lauriers étaient une grande maison à l'architecture compliquée, fraîchement repeinte. Des plates-bandes où s'alignaient des files régulières de géranium écarlate l'entouraient. Un homme de haute taille à la petite moustache blanche et qui affectait une attitude martiale exagérée ouvrit la porte avant que Tommy n'ait eu le temps de sonner. « Je guettais votre venue, » expliqua le solennel gentleman. Monsieur Blunt, si je me trompe. Je suis le colonel Kingston Bruce. Venez jusqu'à mon bureau, je vous prie. » Il les guida vers une petite pièce située à l'arrière de la maison. « Le jeune Saint-Vincent m'a dit des merveilles de votre agence. D'ailleurs, j'avais déjà remarqué votre annonce dans le journal. Ce service de 24 heures que vous garantissez, c'est une idée remarquable. C'est exactement ce qu'il me faut. » Maudissant Tuppence en son fort intérieur, Tommy répondit. « Très bien, mon colonel. L'affaire est des plus ennuyeuses, monsieur Blunt, des plus ennuyeuses. Peut-être pourriez-vous m'exposer les faits, suggéra Tommy légèrement agacé. Certainement. Nous hébergeons pour quelques jours encore une très vieille et chère amie, Lady Laura Barton, fille du défunt comte Carroway. Le comte actuel, son frère, a prononcé récemment un discours tout à fait remarquable à la Chambre des Lords. Comme je le disais, Lady Barton est une de nos vieilles et chères amies. Des Américains de passage en Angleterre, les Hamilton Betts, se montraient très désireux de faire sa connaissance. Rien de plus facile, leur proposai-je. Elle est justement chez moi. Venez passer le week-end avec nous. Vous savez sans doute ce que les titres de la noblesse représentent aux yeux des Américains, monsieur Blunt. Ils ne sont pas les seuls. Hélas, ce n'est que trop vrai, cher monsieur Blunt. Je ne déteste rien plus qu'un snob. Donc, comme je le disais, les Betts arrivèrent pour le week-end. Hier soir, au cours d'une partie de bridge, le fermoir du pendentif que portait madame Hamilton Betts se cassa. Elle le déposa sur une petite table avec l'intention de le reprendre au moment où elle se retirerait. Malheureusement, elle l'oublia. Je dois vous expliquer, monsieur Blunt, que le pendentif comprenait 2 sortes d'ailes, en petits diamants, et entre les deux, une grosse perle centrale. Le pendentif a été retrouvé ce matin à sa place, mais la perle, un joyau de grande valeur, en avait été arrachée. Qui a découvert le pendentif? La bonne affectée au service de la table, Gladys Hill. Avez-vous quelque raison de la soupçonner? Elle est à notre service depuis plusieurs années, et nous l'avons toujours jugée parfaitement honnête.
Mais naturellement, on ne sait jamais. Exactement. Pouvez-vous m'énumérer les membres de votre personnel et les personnes présentes au repas d'hier soir? Nous avons une cuisinière ici depuis seulement 2 mois, mais qui n'a pas eu l'occasion de s'approcher du salon hier soir. C'est également le cas pour la fille de cuisine, Alice Cummings, depuis longtemps à notre service, sans oublier la domestique qui accompagne Lady Laura, une Française. Le colonel prononça ces derniers mots avec emphase, mais son vis-à-vis ne se laissa pas impressionner. Bien. Et les convives? Monsieur et madame Betts, nous, ma femme et ma fille, Lady Laura, et le jeune Saint-Vincent. Monsieur Rennie fit une courte apparition après le repas. Qui est monsieur Rennie? Un type des plus douteux, un socialiste. Beau garçon d'ailleurs, doué surtout pour les discussions spécieuses. Mais un homme, je n'ai pas peur de le dire, auquel je n'accorderai jamais la moindre confiance. Bref, quelqu'un d'assez dangereux à mon avis. En fait, coupa sèchement Tommy, c'est lui que vous soupçonnez. Monsieur Blunt, je suis sûr que lorsqu'on soutient les points de vue qu'il soutient, on ne peut avoir des principes. Quoi de plus facile pour lui que de choisir un moment où le jeu nous absorbait tous, pour s'emparer de la perle. Il y a eu plusieurs circonstances favorables pour le voleur au cours de la partie. Un surcontre sans atout, entre autres, et une discussion pénible lorsque ma femme commit la faute de ne pas soutenir son partenaire. Quelle a été la réaction de madame Betts en constatant le vol? Elle voulait que j'appelle la police, répondit le colonel à contre-cœur. Cela naturellement, après que nous eûmes fouillé toute la pièce, au cas où la perle aurait roulé sous un meuble. C'est vous qui avez dissuadé madame Betts de s'en remettre à la police? Je me suis opposé à cette publicité désagréable, soutenue par ma femme et ma fille. Ma femme se souvint alors de l'allusion à votre agence faite par M. Saint-Vincent, plus particulièrement de votre service spécial en 24 heures. Tommy acquiesça, le cœur lourd. De toute manière, s'il nous faut avoir recourir à la police, nous pourrons toujours expliquer que, croyant le joyau égaré, nous l'avons longtemps cherché. Je vous signale que personne n'a été autorisé à quitter la maison ce matin. À part votre fille, intervint Tuppence. À part ma fille qui s'est tout de suite proposée pour aller vous parler de l'affaire. Tommy se leva. Nous agirons de notre mieux pour vous donner satisfaction, colonel. J'aimerais voir le salon et la table où se trouvait le pendentif. Ensuite, je poserai quelques questions à madame Betts. Après, j'interrogerai les domestiques, ou plutôt mon assistante. Miss Robinson s'en chargera. Le colonel Kingston Bruce se leva et les entraîna vers le hall. D'une porte entr'ouverte, la voix de Miss Kingston Bruce, qu'ils reconnurent, leur parvint fort irritée. Vous savez parfaitement, mère, qu'elle est arrivée un jour avec une petite cuillère dans son manchon. Un moment plus tard, ils furent présentés à madame Kingston Bruce, une femme morose au geste alangui. Sa fille accueillit les nouveaux venus d'un bref signe de tête. Elle affichait un air plus renfrogné que jamais. Madame Kingston Bruce se tourna vers son enfant pour conclure leur discussion. « Je crois savoir qui l'a prise. C'est cet affreux jeune homme socialiste. Il adore les Russes et les Allemands. Et il déteste les Anglais. Que pouvez-vous attendre d'autre de sa part? » « Il ne l'a jamais touché, répondit la jeune fille fièrement. Je n'ai pas cessé de l'observer hier soir. Et s'il s'était emparé de la perle, je l'aurais sûrement vu. » Elle défia l'assistance, le front haut. Tommy créa une diversion en demandant à parler à madame Betts. Lorsque les Kingston Bruce se furent retirés pour aller prévenir l'américaine, il chuchota. « Je me demande quelle est la personne qui cachait une petite cuillère dans son manchon. »« Je me le demande aussi, répondit Tuppence à voix basse. Une femme forte à la voix assurée fit irruption dans la pièce. Son mari, qui la suivait, montrait un air résigné. « Il est bien exact, monsieur Blunt, entama madame Betts, que vous êtes un détective privé et que vous résolvez tous les problèmes en un rien de temps. On me surnomme l'éclair, madame. Permettez-moi de vous poser quelques questions. » Les événements qui suivirent s'enchaînèrent rapidement. Tommy examina le pendentif endommagé, la table où il avait été posé, et madame Betts sortit de sa torpeur pour faire allusion à la valeur de la perle en dollars. Le détective eut très vite la certitude qu'il n'aboutissait à rien. « Je crois que cela suffira, déclara-t-il. Miss Robinson, veuillez m'apporter mon appareil spécial. » Miss Robinson obéit.
Une petite invention personnelle, expliqua Tommy à la ronde. Vous voyez, rien en apparence ne le différencie d'un appareil photographique ordinaire. Sous l'œil respectueux des Betts, il prit des clichés du bijou, de la table et du salon. Puis Miss Robinson fut priée d'aller interroger les domestiques. Devant l'impatience que reflétaient les visages du colonel et de madame Betts, Tommy crut bon de fournir quelques explications. Voici où en est la situation. Ou bien la perle est encore dans la maison, ou bien elle n'est plus dans la maison. Très juste, répondit le colonel avec peut-être plus d'enthousiasme que la remarque non justifiée. Si elle n'est plus dans la maison, elle peut se trouver n'importe où. Mais si elle est dans la maison, le champ des recherches est restreint. Et une fouille doit être entreprise, coupa le colonel. Je comprends, et je vous donne carte blanche, monsieur Blunt. Fouillez du grenier à la cave. Oh, Charles, murmura plaintivement madame Kingston Bruce. Pensez-vous que ce soit raisonnable? Les domestiques vont se formaliser, et ils risquent de nous quitter. Nous fouillerons leurs appartements en dernier, concéda le détective. Le voleur a sûrement dissimulé le joyau, là où personne ne songerait à le chercher. Il me semble avoir lu ça quelque part, observa le colonel. Vous vous souvenez probablement de l'affaire Le roi en discute avec Bailey, qui crée un précédent. Oui. L'ancien militaire paraissait cependant incertain. Voyons, la cachette la moins évidente est l'appartement de madame Betts. Le mien? Ce serait vraiment original. Sans plus de façon, elle conduisit le jeune homme à sa chambre, où Tommy utilisa une fois de plus son appareil. Tuppence se joignit bientôt à eux. J'espère que vous ne vous opposez pas à ce que mon assistante jette un coup d'œil dans votre penderie, madame Betts. Pas du tout. Avez-vous encore besoin de moi? Tommy lui assura qu'il n'avait aucune raison de la retenir plus longtemps, et elle se retira. Nous ferons aussi bien de continuer à jouer le jeu, annonça Tommy. Mais personnellement, je pense pas que nous ayons la moindre chance de tomber sur cette perle. Maudite soit votre idée géniale de garantir un résultat satisfaisant en 24 heures, Tuppence. Écoutez, les domestiques, j'en suis sûr, ne savent rien. Mais j'ai réussi à faire parler la bonne française. Il paraît que la dernière fois que Lady Laura se trouvait ici, il y a un an, elle est revenue de chez des amis des Kingston Bruce, avec lesquels elle avait pris le thé, et une petite cuillère est tombée de son manchon. Tout le monde a pensé que la petite cuillère s'était égarée là par mégarde, mais ce ne fut pas la seule fois où pareil accident se produisit. D'un bout de l'année à l'autre, Lady Laura est invitée. Je parie qu'elle n'a pas un sou vaillant, mais son titre lui ouvre certaines portes. Coïncidence ou pas, des vols ont eu lieu lors de son passage, dans 5 maisons différentes. Vols allant de bagatelles à des bijoux de valeur. Fichtre, savez-vous où est sa chambre? Juste en face. Mais avis que nous devrions y jeter un rapide coup d'œil. Ils poussèrent la porte qu'ils trouvèrent entrebâillée et découvrirent un appartement spacieux, aux meubles laqués, blancs, et agrémenté de longs rideaux rose pâle qui encadraient la large fenêtre. Une porte intérieure s'ouvrait sur la salle de bain. Une jeune fille mince et brune, vêtue avec discrétion, en émergea. À la vue des intrus, elle poussa une exclamation étouffée. « Voici Élise, monsieur Blunt, » annonça Tuppence, la bonne de Lady Laura. Tommy entra dans la salle de bain et y admira les installations somptueuses et ultramodernes. Pour dissiper l'attitude méfiante de la jeune femme française, il lança d'un ton enjoué. « Vous êtes occupée à vos travaux, mademoiselle Élise? »« Oui, monsieur, je nettoie la baignoire de Milady. »« Voyons, cela ne vous ennuierait-il pas de laisser cette tâche un moment pour m'aider à prendre des photos? J'ai un appareil particulier avec lequel je photographie toutes les pièces. » La porte de communication claqua brusquement dans son dos. Élise sursauta. « Qui a fermé cette porte? »« Ça doit être le vent, suggéra Tuppence. Élise voulut leur ouvrir la porte, mais la poignée résista à sa pression. « Que se passe-t-il? Demanda vivement Tommy. Quelqu'un a dû fermer la clé de l'extérieur. Elle prit une serviette et essaya à nouveau. Cette fois la poignée tourna et la porte s'ouvrit sans problème. Voilà qui est curieux. Elle devait être coincée. La chambre à coucher était vide. Tommy récupéra son attirail et les 2 jeunes femmes travaillèrent sous ses ordres. Mais de temps en temps, le regard du détective se posait sur la porte de communication. « Je me demande pourquoi cette porte refusait de s'ouvrir, » murmura-t-il.
Il alla l'examiner avec minutie, l'ouvrit et la ferma plusieurs fois. La poignée fonctionnait à la perfection. Encore un cliché, annonça-t-il en soupirant. Voulez-vous écarter ce rideau rose, mademoiselle Élise? Merci. Maintenez-le ainsi. Le déclic familier se produisit. Tommy évoqua une excuse quelconque pour se débarrasser de la Française et, saisissant Tuppence par le bras, lui souffla. Écoutez, j'ai une idée. Pouvez-vous rester ici? Fouillez partout. Cela prendra du temps. Essayez d'interviewer la vieille lady, mais ne l'alarmez pas. Dites-lui que vous soupçonnez la bonne qui assure le service de la salle à manger. Mais quoi que vous fassiez, ne la laissez pas sortir de la maison. Je vais prendre la voiture, et je reviendrai le plus rapidement possible. D'accord. Ne soyez pas trop sûr de vous, cependant. Vous oubliez un détail. La fille de la maison. J'ai appris à son sujet un fait qui m'intrigue. D'après l'heure à laquelle elle a quitté les Lauriers pour venir nous voir, elle aurait mis 2 heures pour arriver à l'agence. C'est impensable. Où donc s'était-elle rendue durant ce laps de temps? Effectivement, il y a quelque chose de louche là-dessous, admit Tommy. Suivez la piste, qu'il vous plaira. Mais cependant, ne permettez pas à Lady Laura de quitter la maison. Qu'est-ce que c'est? Son oreille fine venait de percevoir un léger bruissement sur le palier. Il bondit vers la porte, mais trouva le corridor vide. Au revoir donc, lança-t-il. Je reviendrai dès que je le pourrai. Tuppence regarda la voiture s'éloigner, l'esprit troublé. Tommy semblait tellement sûr. Pour sa part, elle hésitait. Il y avait une ou deux choses qu'elle ne comprenait pas très bien. De la fenêtre qui surplombait l'entrée, elle vit un homme sortir de l'abri d'une porte cochère et s'avancer vers la maison. Presque aussitôt, la sonnette de la porte d'entrée résonna. Tuppence dévala les escaliers. Elle fit un geste impératif à Gladys Hill, qui entrait dans le hall, et alla ouvrir elle-même au visiteur. C'était un grand jeune homme maigre, aux vêtements mal ajustés et à l'œil sombre. Après une courte hésitation, il s'enquit. « Miss Kingston Bruce, est-elle là ?» Elle s'effaça pour le laisser passer. « Monsieur Rennie, si je ne me trompe pas, » dit-elle avec un sourire. Il jeta un rapide coup d'œil sur l'inconnu. « En effet. Veuillez entrer par ici. » Elle le fit passer dans le bureau, qui se trouvait vide, et en referma la porte. Rennie lui fit face, les sourcils froncés. « Je veux voir Miss Kingston Bruce. »« Je doute que ce soit possible, » répondit son interlocutrice, sans se troubler. « Mais qui êtes-vous » demanda-t-il avec rudesse. « Agence internationale de recherche Blunt. » Le jeune homme tressaillit. « Je vous en prie, asseyez-vous, monsieur Rennie. Pour commencer, nous sommes au courant de la visite que vous a rendue Miss Kingston Bruce ce matin. C'était là une hypothèse audacieuse, mais elle réussit. » Devinant la consternation du garçon, Tuppence s'enchaîna vivement. « Trouver la perle est ce qui importe le plus, monsieur Rennie. Personne dans cette maison ne souhaite de publicité. Nous pourrions-nous pas arriver à quelque arrangement ?» Il la fixa. « Je me demande ce que vous savez. Laissez-moi réfléchir un moment. » Il se cacha le visage dans les mains, puis posa une question des plus insolites. « Dites-moi, est-ce vrai que le jeune Saint-Vincent doit se marier ?»« Certain, je connais sa fiancée. » Rennie prit soudain un ton confidentiel. Ces derniers temps ont été difficiles. Ils n'ont cessé de tourmenter Béatrice, du matin au soir. Ils veulent absolument la jeter à la tête de ce type. Tout ça parce qu'un jour, il héritera d'un titre. Si j'étais au gouvernement. Laissons la politique de côté, coupa vivement Tuppence. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous pensez que Miss Kingston Bruce a volé cette perle? Je n'ai pas pensé cela. Si, assura calmement son vis-à-vis. Je vous ai surpris guettant le départ du détective, et lorsque le champ a été libre, vous êtes venu demander à parler à la jeune fille. C'est clair, si c'était vous le voleur, vous n'auriez pas l'air aussi inquiet. Son attitude me parut si étrange. Elle est venue me voir ce matin pour m'apprendre le vol, expliquant qu'elle se rendait dans une agence de détective privé. Elle paraissait sur le point de me confier quelque chose sans parvenir à l'exprimer. En ce qui me concerne, seule la perle m'intéresse. Vous feriez mieux d'aller vous expliquer avec Miss Kingston Bruce. Mais à ce moment-là, le colonel Kingston Bruce entra dans la pièce. « Le déjeuner est servi, Miss Robinson. Vous vous joindrez bien à nous. Il s'interrompit pour lancer un regard furibond au visiteur.
De toute évidence, observa ce dernier, vous n'avez pas l'intention de m'inviter. J'ai compris, je m'en vais. Revenez plus tard, lui souffla Tuppence, alors qu'il passait près d'elle. La jeune femme suivit le maître de maison, qui continuait à bougonner, dans sa moustache, sur l'impudence éhontée de certains individus. Ils entrèrent dans une salle à manger, massive où la famille se trouvait déjà réunie. Tuppence connaissait tout le monde, sauf une seule personne. Lady Laura, voici Miss Robinson qui nous prête aimablement son concours. La vieille dame inclina la tête et se mit en devoir de dévisager la nouvelle venue à travers son face à main. C'était une grande femme mince au sourire triste, à la voix douce et à l'œil perçant. Tuppence lui retourna son regard inquisiteur et les yeux de Lady Laura se baissèrent. Après le repas, l'aristocrate engagea nonchalamment la conversation et s'enquit, sans en avoir l'air, des progrès de l'enquête. Tuppence fit adroitement allusion à la suspicion qui pesait sur Gladys Hill, mais son attention commençait à délaisser Lady Laura. Pour elle, la vieille dame pouvait à la rigueur escamoter des petites cuillères et autres objets similaires, mais sûrement pas la perle rose. Bientôt la jeune femme se mit au travail. Le temps passait. Aucune nouvelle de Tommy, et ce qui importait encore plus à ses yeux, aucune nouvelle de M. Rennie. En sortant d'une chambre, elle se heurta inopinément à Béatrice Kingston Bruce, qui se dirigeait vers les escaliers, habillée pour sortir. « J'ai peur que vous ne puissiez vous absenter pour le moment, » fit observer Tuppence. La jeune fille la toisa avec mépris. « Que je sorte ou non ne vous concernant rien. Il n'empêche qu'avertir la police ou non relève de mes attributions. » À ces mots, la jeune fille pâlit. « Non, il ne faut pas. Je ne sortirai pas. Mais n'en faites rien, je vous en prie. » Elle agrippa la secrétaire d'un air suppliant. « Chère Miss Kingston Bruce, déclara Tuppence tranquillement, pour moi l'affaire a été limpide dès le début. Dans le fort de la discussion, Tuppence n'avait pas entendu le timbre de l'entrée. Étonnée, elle découvrit Tommy, qui grimpait les escaliers en courant alors que, dans le hall, un homme de forte corpulence, aux épaules massives, ôtait respectueusement son chapeau melon. Inspecteur Marriott, de Scotland Yard, se présenta-t-il dans un sourire. Poussant un cri, Béatrice Kingston Bruce dévala les escaliers au moment où la porte s'ouvrait à nouveau, devant M. Rennie. « Vous venez de tout gâcher, » lança Tuppence furieuse. « Hein » grogna Tommy au passage. Il se précipita dans la chambre de Lady Laura, puis dans la salle de bain, et réapparut avec un gros morceau de savon. L'inspecteur grimpait l'escalier à sa rencontre tout en expliquant. Elle s'est laissée emmener sans histoire. Elle n'en était pas à son coup d'essai. Et belle joueuse. Elle sait reconnaître quand le coup est raté. Et la perle ? J'ai idée, dit Tommy en lui tendant son butin, que vous la trouverez là-dedans. Une lueur de satisfaction anima le regard de l'inspecteur. Un vieux truc qui réussit encore. Couper un morceau de savon en deux, creuser une niche pour le bijou, et reformer le savon, et vous passez sous l'eau chaude. Du bon travail, sœur. Tommy accepta le compliment avec satisfaction, et regagna le rez-de-chaussée en compagnie de Tuppence. Là, ils furent accueillis par le colonel, qui serra chaleureusement la main de Tommy. « Monsieur, je ne puis assez vous remercier. Lady Laura tient aussi à vous exprimer sa gratitude. »« Je suis heureux que nous vous ayons donné satisfaction, » répondit simplement le détective. « Mais j'ai peur de ne pouvoir rester plus longtemps. Un rendez-vous des plus urgents m'attend. » Un membre du cabinet... Il sortit à grandes enjambées et sauta au volant de sa voiture. Tuppence s'installa près de lui. « Et Tommy » s'exclama-t-elle. « Ils n'ont pas arrêté Lady Laura, en fin de compte. »« C'est vrai. Je ne vous ai pas mis au courant. Ils n'ont pas arrêté Lady Laura, mais Élise. Vous voyez, ajouta-t-il, alors que sa compagne demeurait abasourdie, j'ai moi aussi souvent essayé d'ouvrir une porte alors que je me lavais les mains. C'est impossible. Et cet après-midi, je me suis demandé ce qu'Élise avait bien pu fabriquer avec le savon pour que ses mains en soient tout imprégnées. Vous vous souvenez qu'ensuite elle s'est servie d'une serviette de toilette, enlevant ainsi les traces qui recouvraient la poignée. Il m'est brusquement venu à l'esprit qu'un voleur professionnel trouverait l'idée assez ingénieuse de se faire engager, comme domestique, par une lady soupçonnée de kleptomanie, et qui, de plus, est souvent invitée dans d'excellentes maisons. Je me suis donc arrangé pour photographier Élise, en même temps qu'un coin de la chambre de sa maîtresse, et j'ai filé vers le bon vieux Scotland Yard.
Rapide développement du négatif, photo. Élise est une vieille connaissance du garde, et qu'il avait un peu perdu de vue. Et quand je pense, conclut Tuppence, qui venait de retrouver l'usage de la parole, que ces deux jeunes idiots se soupçonnaient mutuellement. Mais pourquoi ne m'avez-vous pas mis au courant de vos intentions avant de partir? Ma savante amie oublie que Thorndyke ne parle jamais avant le dénouement. D'autre part, Tuppence, vous et votre amie Janet Sinnet m'avez fait marcher la dernière fois, n'est-ce pas? À présent, nous sommes quittes. Fin. L'histoire s'intitule Une fée dans l'appartement. Enfouie dans une confortable bergère, Madame Thomas Beresford contemplait obstinément le bâtiment qui lui faisait face de l'autre côté de la rue. Si seulement il arrivait quelque chose, fit-elle avec élan. Son mari leva sur elle un regard désapprobateur. Tuppence, attention, cette soif de sensations vulgaires devient positivement inquiétante. Tuppence soupira et récita en fermant les yeux. Tommy et Tuppence se marièrent et vécurent heureux à tout jamais. 6 ans plus tard, ils vivaient encore heureux à tout jamais. Comme la réalité est différente de ce que l'on imagine. C'est profond, mon cœur, mais pas original du tout. D'éminents poètes et des théologiens encore plus éminents ont exprimé avec, si je peux me permettre, infiniment plus de talent, tout ce que vous venez de dire. Il y a 6 ans, j'avais cru qu'avec assez d'argent pour acheter tout ce qui me passait par la tête, et vous, comme mari, ma vie ne serait qu'une longue mélodie, comme disent ces poètes, que vous semblez si bien connaître. Est-ce moi ou l'argent qui vous a blasé si vite, mon amour? Blasé n'est pas exactement le mot. Je me suis seulement habitué à mon bonheur. Pensez-vous que je devrais vous négliger un peu? Emmener d'autres femmes dans des boîtes de nuit, par exemple? Inutile. Vous m'y rencontreriez, accompagné d'autres hommes, et je saurais parfaitement que vous n'appréciez pas la compagnie de ces femmes, alors que de votre côté, vous ne seriez jamais certain de mon indifférence envers mes chevaliers servants. Les femmes sont tellement plus exigeantes dans leur choix. Ce n'est que dans le domaine de la modestie que les hommes remportent la palme. Sérieusement, qu'est-ce qui ne va pas, Tuppence? Je ne sais pas, je désire tant que quelque chose arrive. Quelque chose de sensationnel. Rappelez-vous, Tommy, quand nous poursuivions des espions allemands. Bien sûr, je sais qu'à présent vous faites encore plus ou moins partie du service secret, mais cela ne consiste plus qu'en un travail de bureau. Vous aimeriez me voir partir pour les régions connues de la Russie, déguisé en contrebandier bolchevique, ou m'engager dans quelque autre aventure de ce genre. Cela ne servira à rien puisque je ne serai pas autorisé à vous accompagner. Et c'est moi qui ai désespérément besoin d'activité. N'avez-vous jamais pensé aux travaux ménagers? 20 minutes de travail chaque jour suffisent à maintenir la réputation d'une maîtresse de maison. Avez-vous quelques motifs de plainte à ce sujet? La façon dont vous tenez votre ménage est si parfaite qu'elle en devient presque banale, Tuppence. J'aime votre gratitude. Après un moment de silence, elle reprit. Vous, naturellement, vous avez vos occupations professionnelles. Mais cependant, Tommy, n'éprouvez-vous pas le secret désir qu'un événement imprévu se produise? Non, tout au moins je ne le crois pas. Un événement imprévu peut très bien ne pas être agréable du tout. Comme les hommes sont terre à terre, soupira Tuppence. Vous n'avez donc aucun soupçon de romantisme? Quel livre vous venez de lire, Tuppence? Imaginez un peu. Nous entendons un coup violent frapper à la porte, et nous ouvrons pour voir un homme mort s'avancer en titubant. S'il est mort, il ne pourra avancer ni en titubant ni autrement. Vous faites semblant de ne pas me comprendre. Il titube toujours juste avant de mourir et s'écroule à vos pieds, en laissant échapper quelques mots énigmatiques. Le léopard madré, par exemple. Je conseille généralement dans ce cas la lecture de Schopenhauer ou Kant. Une aventure de cette sorte nous sortirait de notre mortelle routine. Cela vaut de toute manière mieux qu'un désir romanesque ou sentimental. Toutefois, je dois avouer que cela se produit aussi parfois. Je rêve que je pourrais rencontrer un homme vraiment séduisant. Vous m'avez rencontré moi, n'est-ce pas suffisant? Un homme grand, mince et bronzé, terriblement fort. Le genre de mâle qui peut attraper des chevaux au lasso. Je voudrais qu'il tombe éperdument amoureux de moi. Bien sûr, je le repousserai et resterai fidèle à mes engagements.
mais mon cœur battrait secrètement pour lui. Eh bien, pour ma part, je souhaite souvent rencontrer une fille merveilleuse avec des cheveux couleur de blé mûr qui tomberait amoureuse de moi. Seulement, je ne crois pas que je la repousserai. C'est très vilain. Que se passe-t-il, Tuppence? Vous n'avez jamais tenu de tels propos auparavant. Vous savez, c'est très dangereux d'avoir tout ce qu'on désire et trop d'argent à sa disposition. Bien sûr, il y a toujours les chapeaux. Vous en avez déjà au moins 40 et ils se ressemblent tous. C'est toujours ainsi avec les chapeaux. Ils ne diffèrent les uns des autres que par de légers détails. J'en ai vu un assez joli chez Violette ce matin. Si vous n'avez rien de mieux à faire que d'aller acheter des chapeaux. Exactement, je n'ai rien d'autre à faire. Oh, Tommy, je désire tellement que quelque chose d'intéressant se produise. Si seulement nous pouvions rencontrer une fée. Tiens, il est curieux que vous disiez cela. Il ouvrit un tiroir de la table de travail et en sortit une photo qu'il tendit. Oh, s'exclama-t-elle, vous les avez fait développer. Est-ce celle qu'on a prise dans cette pièce? La vôtre ou la mienne? La mienne, la vôtre n'a rien donné. Vous l'avez sous-exposée comme d'habitude. Cela doit vous plaire de constater qu'il y a une chose pour laquelle vous êtes plus doué que moi. Remarque dangereuse, mais je l'oublie pour le moment. Je tenais à vous montrer ceci. Il lui indiqua une petite tache blanche dans le coin du cliché. C'est un défaut du film? Pas du tout. Ceci, Tuppence, est une fée. Ne dites pas de bêtises. Voyez vous-même. Il lui tendit une loupe et la jeune fille étudia longuement la marque, qui, grossie, pouvait passer pour une minuscule créature ailée. Elle a des ailes, s'exclama Tuppence. Une vraie fée de chez nous. Oh, Tommy, pensez-vous qu'elle va exaucer nos vœux? Vous le saurez bientôt. Vous avez assez désiré tout l'après-midi que quelque chose arrive. À ce moment, la porte s'ouvrit, et un grand garçon de 15 ans, qui semblait hésiter entre le rôle de maître d'hôtel et celui de groom, s'enquit avec une magnifique dignité. Madame est-elle chez elle? La sonnette de la porte d'entrée vient juste de retentir. Je souhaiterais qu'Albert n'aille pas si souvent au cinéma, soupira Tuppence, après avoir répondu affirmativement, et que le garçon se fût retiré. Il copie les maîtres d'hôtel de grandes maisons à présent. Dieu merci, je l'ai convaincu de ne pas demander aux visiteurs leurs cartes pour me les apporter sur un plateau d'argent. La porte se rouvrit et Albert annonça. Monsieur Carter, comme s'il s'agissait d'une altesse royale. Le patron, marmonna Tommy étonné. Tuppence se leva d'un bond, avec une exclamation de plaisir, pour accueillir un homme grand aux cheveux gris, dont le regard perçant contrastait avec un sourire fatigué. Monsieur Carter, je suis heureuse de vous voir. Merci, madame Beresford. Dites-moi, comment trouvez-vous l'existence en général? Monotone, répliqua-t-elle avec un clin d'œil. Parfait, je suis heureux de vous trouver dans une disposition d'esprit aussi favorable. Vous me faites bouillir d'impatience. Albert, jouant toujours au maître d'hôtel raffiné, rentra avec le plateau de thé. Lorsqu'il eut fini de servir, sans accident fâcheux, et qu'il eut refermé sur lui la porte, Tuppence reprit avec volubilité. Vous avez quelque chose en tête, n'est-ce pas, monsieur Carter? Oui, en effet, vous n'êtes pas le genre de personne à reculer devant le risque, n'est-ce pas? Les yeux de Tuppence brillèrent d'intérêt. Il y a un certain travail à faire pour notre service, et j'ai seulement pensé que cela pourrait vous intéresser tous les deux, à l'occasion. Parlez, je vous en prie. Je vois que vous avez le Daily Leader, remarqua-t-il en prenant le journal sur la table. Il chercha la page des petites annonces et indiqua un paragraphe. Lisez donc ceci. L'agence internationale Theodore Blunt, directeur. Enquête privée, personnel nombreux, digne de confiance et expérimenté. Discrétion absolue. Consultation gratuite. 118 Haleham Street, West Center. Tommy leva un regard interrogateur sur son chef qui hocha la tête. Cette agence de détection ne marchait plus depuis un certain temps. Un de mes amis l'a rachetée pour une bouchée de pain. Nous avons décidé de la mettre sur pied, disons pour tenter un essai pendant 6 mois. Et bien sûr, il lui faudra un directeur. Pourquoi pas M. Blunt? Demanda Tommy. Je crois savoir que Scotland Yard a cru bon de loger M. Blunt aux frais de Sa Majesté. Figurez-vous qu'il refuse de nous confier des choses qu'il connaît et qui nous intéressent. Je vois, sœur, approuva Tommy. Tout du moins, je crois comprendre.
Je suggère que vous preniez 6 mois de congé, raison de santé. Et naturellement, si vous voulez vous charger d'une agence privée de renseignement et d'enquête sous le nom de Theodore Blunt, cela ne me regarde pas. Tommy ne marqua aucune surprise. Avez-vous des instructions spéciales, sœur? Monsieur Blunt était en relation avec l'étranger à propos de quelques affaires. Vous pourriez surveiller l'arrivée d'enveloppes bleues portant un timbre russe. Elles sont envoyées par un négociant en jambon, anxieux de trouver sa femme, réfugiée en Angleterre depuis plusieurs années. Décollez le timbre de ces enveloppes et vous trouverez le chiffre 16 inscrit en dessous. Prenez une copie de ces lettres et envoyez-moi l'original. De plus, si quelqu'un se présente à l'agence et fait allusion à ce chiffre 16, tenez-moi au courant tout de suite. Compris, sœur. Et en dehors de ces recommandations, M. Carter ramassa ses gants et se prépara à sortir. Vous pouvez diriger l'agence comme bon vous semblera. J'ai pensé, ses yeux brillèrent d'une petite lueur, que cela amuserait peut-être Madame Beresford de se livrer à un petit travail de détective. Chapitre 2. Une tasse de thé. Quelques jours plus tard, M. et Madame Beresford entraient en possession de l'agence internationale de recherche, perchée au 2e étage d'un immeuble quelque peu délabré, du quartier de Bloomsbury. Dans l'antichambre, Albert avait troqué son rôle de maître d'hôtel stylé contre celui de saute-ruisseau qu'il tenait à la perfection. Ayant abandonné son allure guindée, il montrait des doigts maculés d'encre, un tignasse en bataille, et fourrageait sans cesse dans un sac de bonbons. Il montait la garde devant 2 portes marquées respectivement employé et privé. La pièce réservée au directeur était confortable, avec un immense bureau carré, une rangée de classeurs soigneusement étiquetés, mais vides, et de bons fauteuils de cuir. Le pseudo M. Blunt trônait derrière le bureau, s'efforçant de donner l'impression qu'il dirigeait l'agence depuis toujours. Un téléphone se trouvait, comme il se doit, à sa portée. Tuppence, lui, avait mis au point plusieurs systèmes de sonnerie et de son côté, Albert avait des instructions précises. La pièce réservée aux employés était occupée par Tuppence. Elle comprenait une machine à écrire et d'autres accessoires de qualité nettement inférieure à ceux qui ornaient le bureau du directeur, avec en plus un réchaud à gaz destiné à la préparation du thé. En somme, rien ne manquait à part la clientèle. Le premier jour, Tuppence, en proie à l'extase de l'initié, s'était ouverte à son mari de ses espoirs enthousiastes. « Ce sera merveilleux, nous allons traquer des assassins, mettre la main sur des bijoux de famille mystérieusement volatilisés, retrouver des personnes disparues et surprendre des escrocs en flagrant délit. » Tommy jugea de son devoir de ramener sa femme à la réalité. « Calmez-vous, mon cœur, et essayez d'oublier les romans bon marché que vous avez l'habitude de lire. Notre clientèle, si nous en avons jamais une, consistera plus simplement en époux désirant faire surveiller leur femme et vice-versa. Cela est le véritable travail d'un détective privé. Je refuse de nous voir mêlés à des affaires de divorce. Il nous appartient de relever le niveau de notre nouvelle profession. Oui. En ce début d'après-midi, une semaine après leur installation, Tuppence et Tommy consultaient tristement leurs notes. 3 idiotes plaqués par leur mari durant les week-ends, soupira Tommy. Quelqu'un est-il venu pendant mon absence? Un vieux type et son ami, une écervelée. J'en ai par-dessus la tête de répéter, nous ne nous occupons pas des affaires de divorce. Nous devrions désormais être plus tranquilles sur ce point, car je viens de le spécifier dans les petites annonces. Notre publicité est des plus alléchantes, et cependant... Mais je refuse de me laisser abattre. S'il le faut, je commettrai moi-même un crime, et vous devrez le découvrir. Pensez à ce que je ressentirai lorsqu'il me faudra vous dire tendrement adieu au commissariat de Bow Street ou à celui de Vine Street. Vous pensez à vos folies de jeunesse, je suppose. Pardon, je voulais dire quand je vous dirai adieu au tribunal d'Old Bailey. Il faudra bien trouver une solution. Nous débordons de talent, et on ne nous offre pas la moindre chance de le prouver. J'ai toujours admiré votre bel optimisme, Tuppence. Avoir confiance en soi, voilà ce qui compte. Elle réfléchit, les sourcils foncés. Oui, il me vient une idée. Ce n'est pas encore très net, mais je suis sur la voie. Elle se leva résolument. Je crois que je vais aller acheter le chapeau dont je vous ai parlé. Grand Dieu, gémit Tommy. Encore un chapeau. Il est ravissant.
Elle sortit très digne. Au cours des jours qui suivirent, Tommy posa vainement quelques questions au sujet de la fameuse idée. En réponse, il fut prié d'être patient. Puis, par une matinée radieuse, le premier client se présenta à l'agence, et tout le reste fut oublié. Un coup frappé à la porte extérieure surprit Albert, qui suçait un bonbon acidulé. Le garçon rugit un « Entrez » inintelligible, mais avala le bonbon, et de joie car cette fois-ci il pressentait que l'affaire serait intéressante. Un grand jeune homme distingué, vêtu à la perfection, s'encadrait sur le seuil, indécis. Un aristo s'il n'en fut jamais, jugea Albert. Il avait un flair étonnant sur ce chapitre. Le visiteur devait être âgé de 24 ans. Ses cheveux étaient soigneusement rejetés en arrière. Il n'avait pratiquement pas de menton. Tout en observant le nouveau venu, comme s'il s'agissait du Messie, Albert pressa un bouton caché sous son pupitre, et presque aussitôt la fusillade d'un clavier de machine à écrire se déclencha en provenance de la pièce réservée aux employés. Ce bourdonnement industrieux eut pour effet d'intimider encore plus le jeune homme. « Dites-moi, est-ce ici l'agence de détectives? Les célèbres détectives de Blunt, je crois. C'est notre raison sociale, en effet. Désirez-vous parler à M. Blunt, personnellement, monsieur ?» s'enquit Albert, tout en paraissant douter que ce fût possible. Oui, ce serait mon intention, si la chose est possible. Vous n'avez pas de rendez-vous, je suppose? Je crains que non. Il est toujours recommandé de vous mettre d'abord en rapport avec nous par téléphone, monsieur. M. Blunt est tellement occupé. Je vous prie de patienter un peu. Il est en communication avec Scotland Yard. Le jeune homme parut impressionné, et Albert enchaîna. Des documents importants ont disparu d'un bureau ministériel et Scotland Yard veut que M. Blunt se charge personnellement de l'affaire. Oh, vraiment? Fichtre, il doit être bien coté. Le patron, monsieur, est un as. Le jeune homme prit place sur une chaise inconfortable, ne se doutant pas qu'il était l'objet d'un examen minutieux à travers les trous astucieusement ménagés dans le mur de la part de Tuppence et de Tommy. Bientôt un timbre bruyant vibra sur le bureau d'Albert. « Le patron est libre à présent. Je vais voir s'il peut vous recevoir. » Il passa derrière la porte marquée « Privé » et réapparut presque aussitôt. « Si vous voulez bien me suivre, monsieur. » Le visiteur fut introduit dans la pièce voisine, où un jeune homme au sourire agréable, aux cheveux carottes et à l'œil vif, se leva pour l'accueillir. « Asseyez-vous, je vous prie. Vous désirez me consulter? Je suis M. Blunt. »« Oh, vraiment, vous êtes terriblement jeune, il me semble. »« Le temps des vieux est révolu, » répondit Tommy avec un geste vague de la main. « Qui a provoqué la guerre? Les vieux. Qui est responsable du chômage actuel? Les vieux. Qui est derrière le moindre événement pourri qui nous tombe sur le dos? Je vous le répète, les vieux. Vous devez avoir raison, je connais un type qui est poète, c'est du moins ce qu'il affirme, et il s'exprime comme vous. Laissez-moi vous confier ceci, sœur. Mon personnel possède une expérience étendue, et personne n'y a plus de 25 ans. Du fait que le personnel largement expérimenté se résumait en Tuppence et Albert, la déclaration n'était pas fausse. Et maintenant les faits, reprit brusquement le pseudo M. Blunt. Je voudrais que vous retrouviez une personne qui a disparu, lança d'un trait le visiteur. D'accord. Donnez-moi tous les détails que vous pouvez me fournir. Eh bien, voyez-vous, c'est assez difficile. Je veux dire qu'en fait, c'est une affaire terriblement délicate. Il est possible qu'elle réagisse assez mal. C'est vraiment délicat à expliquer. Il considéra Tommy d'un air embarrassé. Pour sa part, le pseudo-directeur commençait à s'énerver. Il était l'heure de déjeuner et il pressentait que les explications de son client seraient longues et laborieuses. A-t-elle disparu de son propre chef? Ou soupçonnez-vous un enlèvement? Demanda-t-il d'un ton sec. Je ne sais pas, pour être sincère, je ne sais rien du tout. Tommy prit un bloc et un crayon. Tout d'abord, donnez-moi votre nom. Mon employé à la réception est habitué à ne jamais poser de questions. De cette façon, les consultations demeurent strictement confidentielles. Je vois. Une fameuse idée. Voyons, je m'appelle Smith. Votre vrai nom, s'il vous plaît. Le visiteur pris de court admit. Saint-Vincent. Lawrence Saint-Vincent. Il est curieux de constater que dans la réalité, bien peu de personnes s'appellent Smith. Pour ma part, je n'en connais aucune. Et cependant, 9 individus sur 10 ont recours à ce nom-là.
Je suis en train d'écrire une monographie à ce sujet. À ce moment, un timbre discret résonna sur son bureau. Cela voulait dire que Tuppence demandait à remplacer son mari. Tommy, qui avait faim et qui commençait à éprouver une profonde antipathie à l'égard de M. Saint-Vincent, fut trop content de lui céder sa place. Il prit le combiné avec un mot d'excuse. En écoutant son correspondant, son visage exprima successivement la surprise, la consternation, puis une vague exaltation. « Pas possible !» s'exclama-t-il. « Le Premier ministre lui-même ? Bien sûr, dans ce cas, j'arrive tout de suite. » Il raccrocha et se tourna vers son visiteur. « Mon cher monsieur, je dois vous demander de m'excuser. Une convocation des plus urgentes. Si vous voulez bien confier les détails de cette affaire à ma secrétaire particulière, elle va s'occuper de vous. » Il se dirigea vers la porte adjacente. « Miss Robinson !» Tuppence, offrant l'aspect de la parfaite secrétaire, s'avança discrètement. Tommy procéda aux présentations nécessaires et se retira. « Une personne qui vous intéresse a donc disparu, monsieur Saint-Vincent, » résuma Tuppence d'une voix douce en s'asseyant et tout en consultant les notes de Tommy. « Est-elle jeune ?»« Oh oui, jeune et extrêmement jolie. » L'expression de Tuppence se fit grave. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « J'espère. Vous ne voulez pas dire que quelque chose a pu lui arriver au moins. » « Espérons-le, répondit-elle d'un ton faussement encourageant, qui eut pour effet de déprimer tout à fait le visiteur. « Écoutez-moi, Miss Robinson, il faut absolument que vous tentiez quelque chose. Ne lésinez pas sur les frais. Je ne pourrai supporter que le moindre mal lui soit infligé. Vous me paraissez très sympathique et cela ne me gêne pas de vous confier que je vénère le sol qu'elle foule de ses pas. C'est une fille épatante, absolument épatante. Comment s'appelle-t-elle et que savez-vous d'elle ? Elle s'appelle Jeannette. Je ne connais pas son nom de famille. Elle travaille dans un magasin de chapeaux, chez Madame Violette, de Brook Street. Mais elle est extrêmement sérieuse. Elle a toujours repoussé mes avances. Je suis allé hier à la fermeture de la boutique et j'ai vu les autres sortir, mais pas elle. J'ai découvert qu'elle n'était pas venue au magasin de la journée. Elle n'a pas envoyé de mot d'excuse non plus. La vieille madame était furieuse. J'ai obtenu l'adresse de sa logeuse qui m'apprit que Jeannette n'était pas rentrée le soir précédent. Et personne ne savait où elle pouvait être allée. Complètement affolé, j'ai pensé à m'adresser à la police. Mais Jeannette ne me pardonnerait jamais une telle initiative, si elle avait simplement décidé de se rendre quelque part, pour un jour ou deux. Je me suis alors souvenu qu'elle-même avait attiré mon attention sur votre annonce dans le journal, en remarquant qu'une des clientes de Madame Violette faisait grand cas de votre efficacité, de votre discrétion et tout. C'est pourquoi je m'adresse directement à vous. Je vois. Quelle est l'adresse de sa logeuse ? Il la lui donna. Je pense que cela suffira, monsieur Saint-Vincent. Dois-je comprendre que vous êtes fiancé à cette jeune personne ? Il rougit. Non, pas exactement, je n'ai jamais abordé le sujet. Mais je puis vous assurer que j'ai l'intention de lui demander de m'épouser dès que je la verrai, si je la revois jamais. Tuppence repoussa le bloc devant elle. Voulez-vous avoir recours à notre service en 48 heures ? Qu'est-ce que c'est ? Les frais sont doubles, mais nous mettons tout notre personnel disponible sur l'affaire. Si cette jeune personne est en vie, monsieur Saint-Vincent, je pourrai vous révéler où elle se trouve demain à la même heure. Hein ? Mais dites-donc, c'est formidable. Nous n'employons que des gens expérimentés et nous garantissons le résultat de nos enquêtes, ajouta Tuppence d'un ton professionnel. Extraordinaire. Vous devez disposer d'un personnel exceptionnel. Oh, certainement. À propos, vous ne m'avez pas donné la description de la jeune fille. Elle a des cheveux absolument merveilleux, de cette couleur d'or foncé qui fait penser au coucher de soleil. C'est ça, un coucher de soleil. Cheveux roux, inscrivit froidement Tuppence. Quelle taille à votre avis ? Elle est assez grande. Elle a des yeux fantastiques, bleu foncé je crois, et un air décidé. Elle n'a pas peur de remettre un homme à sa place, et vertement parfois. Tuppence prit quelques notes supplémentaires, puis se leva. Si vous voulez revenir demain à 14 heures, je pense que nous aurons des nouvelles pour vous. Bonne journée, monsieur Saint-Vincent. Quelques minutes plus tard, Tommy trouva Tuppence plongé dans l'almanach nobiliaire. J'ai tous les détails, lança-t-elle. Lawrence Saint-Vincent est le neveu de l'héritier du comte de Cherrington. Si nous réussissons cette affaire, nous serons lancés dans les milieux les plus chics. Tommy prit connaissance des notes concernant la jeune fille disparue. À votre avis, qu'est-il arrivé à cette fille, Tuppence ? À mon avis, son cœur lui a dicté de fuir car l'amour qu'elle porte à ce jeune homme
troubler sa tranquillité. Tommy eut une moue sceptique. Je sais que cela arrive dans les romans, mais dans la réalité, il y a peu de chance. Non? Vous avez peut-être raison, Tommy, mais j'ose affirmer que Lawrence Saint-Vincent accepterait facilement cette conclusion. À l'heure qu'il est, son esprit est bourré d'idées romanesques. Au fait, j'ai garanti un résultat dans 24 heures grâce à notre service spécial. Tuppence, espèce d'idiote, qu'est-ce que vous racontez? J'ai pensé que ça sonnait bien. Laissez-moi faire. Elle sortit, laissant son mari perplexe et inquiet. Bientôt il soupira, bâilla, et partit à son tour pour tenter l'impossible, tout en maudissant l'imagination trop riche de son épouse. Lorsqu'il revint 2 heures plus tard, il surprit Tuppence sortant un paquet de biscuits d'un dossier, leur cachette habituelle. « Vous semblez découragé, remarqua-t-elle. Qu'avez-vous fait? » « Le tour des hôpitaux avec la description de cette fille, grogna-t-il. « Je vous ai pourtant dit de me laisser faire. Vous ne pourrez pas la retrouver avant demain. »« Vraiment? Eh bien, figurez-vous que je l'ai déjà trouvée. »« Non. Élémentaire, mon cher Watson. Où est-elle en ce moment? » D'un geste du menton, Tuppence indiqua la porte derrière elle. « À côté, dans mon bureau. »« Et qu'est-ce qu'elle y fabrique ?» Tuppence se mit à rire. Avec une bouilloire, un réchaud à gaz et une demi-livre de thé, placés sous son nez, le résultat est facile à deviner. « Voyez-vous, Tommy, continua-t-elle doucement, j'achète mes chapeaux chez Madame Violette, et l'autre jour, j'ai reconnu parmi les employés une de mes anciennes collègues de travail, à l'époque où j'étais infirmière. Après la guerre, elle a abandonné les hôpitaux pour ouvrir une maison de chapeaux. Elle fit faillite et entra chez Madame Violette. Nous avons monté cette affaire toutes les deux. Elle devait attirer l'attention du jeune Saint-Vincent sur notre annonce et disparaître, afin de démontrer la merveilleuse efficacité des brillants détectives de Blunt. De la publicité pour nous et le stimulant indispensable qui doit amener le jeune homme à faire sa demande en mariage. Jeannette était au désespoir à ce sujet. « Tuppence, vous me coupez le souffle. Voilà la machination la plus immorale dont j'ai jamais entendu parler. Vous forcez un jeune homme à épouser quelqu'un qui n'est pas de son rang. Allons donc. Jeannette est une jeune fille splendide, et le plus extraordinaire est qu'elle adore ce grand nigaud. Vous pouvez constater du premier coup d'œil que la famille Saint-Vincent a besoin de sang robuste. Jeannette fera le succès de son mari. Elle le couvra comme une mère poule, mettra frein au cocktail et au cabaret, et lui fera mener la bonne vie saine du gentleman provincial. Venez la voir. » Elle ouvrit la porte de communication. Une grande fille avec de jolis cheveux auburn et un visage ravissant posa la bouilloire fumante qu'elle tenait et accueillit les arrivants avec un sourire qui découvrit une belle rangée de dents blanches. « J'espère que vous ne m'en voudrez pas, Nurse Cowley, je veux dire Madame Beresford. J'ai pensé que vous prendriez bien une tasse de thé. Vous en avez tant préparé pour moi à l'hôpital au milieu de la nuit. »« Tommy, » annonça Tuppence, « laissez-moi vous présenter ma vieille amie, Nurse Smith. »« Vous avez bien dit Smith? Comme c'est curieux. » Il échangea avec elle une poignée de main. Pardon, ce n'est rien, une petite monographie que je pensais écrire. »« Remettez-vous, Tommy, » ironisa Tuppence en lui offrant une tasse de thé, « et buvons ensemble au succès de l'Agence internationale de détectives aux brillants détectives de Blunt, qui ne connaissent jamais l'échec. » Fin. L'histoire s'intitule Colin Maillard. Entendu, approuva Tommy en reposant le combiné sur son support. Il se tourna vers Tuppence. Le patron semble inquiet pour nous. La bande qui nous intéresse a découvert que je ne suis pas l'authentique Theodore Blunt, et nous devons nous attendre d'une minute à l'autre à un coup dur. Le boss vous demande, comme une faveur, de retourner à la maison et de n'en pas bouger. C'est ridicule. Qui veillera sur vous si je ne suis pas là? D'autre part, j'aime les émotions. Les affaires n'ont pas été tellement amusantes ces derniers temps. On ne peut pas avoir des meurtres et des vols chaque jour. Soyez raisonnable, Tuppence. J'avais d'ailleurs pensé que nous devrions chaque jour accomplir certains exercices à la maison. Par exemple, nous allonger sur le dos et exécuter des battements de pieds en l'air. N'interprétez donc pas tout à la lettre. Lorsque je parle d'exercice, je veux dire faire revivre des personnages d'auteurs célèbres. Par exemple, de son tiroir il sortit un large bandeau vert foncé, qu'il ajusta avec soin sur ses yeux. Il tira ensuite une montre de sa poche. J'en ai cassé le verre ce matin. Cela favorise mon étude
car mes doigts sensibles en effleurent le cadran avec légèreté. Faites attention, vous venez presque d'enlever la petite aiguille. Donnez-moi votre main. Il lui prit le poignet, tâtant son pouls d'un doigt. Ah, le clavier silencieux. Cette femme ne souffre pas de maladie de cœur. Je suppose que vous essayez d'imiter Thornley Colton? Exactement. Je suis le détective et vous êtes Chose, la secrétaire brune, aux joues en pomme d'api. Le petit paquet de langes, jadis ramassé sur les rives du fleuve, enchaîna Tuppence. Et Albert est le fit, alias Shrimp. Nous devrons lui apprendre à dire sapristi, seulement sa voix n'est pas aigrelette, mais horriblement rauque. Contre le mur, près de la porte, vous voyez la canne creuse qui informe ma main sensible d'un tas de choses. Il se leva et buta contre une chaise. Nom d'un chien! J'oubliais que cette chaise se trouvait là. La cécité doit être effrayante. Plutôt oui, mais il paraît qu'à vivre dans la nuit, on développe certains sens. C'est ce que j'ai l'intention d'expérimenter. Tuppence, dites-moi combien il y a de pas jusqu'à cette canne. Tuppence répondit gravement. 3 devant vous, 5 à gauche. Tommy s'avança en hésitant, et sa compagne l'arrêta d'un cri, lorsqu'elle découvrit que le 4e pas à gauche l'amenait à buter contre le mur. On le dirait pas, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point il est difficile d'évaluer une distance. C'est vraiment intéressant. Appelez Albert, je vais échanger une poignée de main avec vous deux et savoir si je discerne une différence. D'accord, mais Albert devra d'abord se laver les mains. Elles sont sûrement collantes avec tous ces affreux bonbons acidulés qu'il suce toute la journée. Albert, mis au courant du jeu, fut très intéressé, et Tommy, sa performance terminée, eut un sourire satisfait. Le clavier silencieux ne peut mentir. Le premier était Albert et le second, vous, Tuppence. Faux! Cria sa femme. Vous vous êtes guidé par mon alliance, et je l'avais passé au doigt d'Albert. Différentes autres expériences furent mises à exécution, sans grand succès. Mais ça vient, conclut Tommy. On ne peut espérer se montrer infaillible du premier coup. J'ai une idée. Il est juste l'heure du déjeuner. Si nous allions au Blitz, Tuppence? L'aveugle est son gardien. L'endroit m'offrira de bonnes occasions de faire des progrès. Mais Tommy, nous allons avoir des ennuis. Non, je me conduirai très discrètement. Je vous parie qu'à la fin du repas, je vous étonnerai. Un quart d'heure plus tard, le jeune couple se trouvait confortablement installé à une table de coin au Gold Room du Blitz. Tommy promena légèrement ses doigts sur le menu. « Pilaf d'homard et poulet grillé » murmura-t-il. Tuppence fit son choix et le garçon s'éloigna. « Jusqu'ici, tout va bien » soupira Tommy. « À présent, passons à une tâche plus hardie. Cette fille à la jupe courte qui vient juste d'arriver a vraiment de jolies jambes. » Comment avez-vous deviné, Thorne? Les belles jambes impriment une certaine vibration au sol, que capte ma canne creuse. Ou pour être plus honnête, dans un grand restaurant, il y a presque toujours une jeune fille avec de jolies jambes, qui se tient à la porte, cherchant de vue ses amis. Et comme la mode est aux jupes courtes, ils mangèrent en silence, mais bientôt Tommy reprit. L'homme à 2 tables de nous est à mon avis un gourmet très riche, n'est-ce pas? Pas mal du tout. Mais cette fois, je ne vous suis pas. Je ne vous révélerai pas ma tactique à chaque coup. Cela gâcherait la représentation. Le maître d'hôtel sert du champagne, à 3 tables de nous, sur la droite. Une femme corpulente, habillée de noir, va passer devant nous. Tommy, comment pouvez-vous? Ah ah, vous commencez à réaliser mon pouvoir. Une jolie fille en marron se lève juste derrière vous. Manqué, c'est un jeune homme en gris. Tommy parut déconcerté. À ce moment, 2 hommes assis à une table non loin de la leur, et qui les observaient depuis un moment avec intérêt, se levèrent et s'avancèrent vers eux. « Excusez-moi, » déclara le plus âgé. Un homme grand, habillé avec goût, portant un monocle et une petite moustache grisonnante. « On vous a indiqué à nous comme étant M. Blunt, Theodore Blunt. Permettez-moi de vous demander si cela est exact. » Tommy hésita, se sentant désavantagé. Finalement, il hocha la tête. « Oui, je suis M. Blunt. »« Quelle chance inespérée! J'allais justement me présenter à votre bureau. J'ai des ennuis, de graves ennuis. Mais, excusez-moi, vous avez eu un accident aux yeux? »« Mon cher monsieur, articula Tommy tristement, je suis aveugle, complètement aveugle. »« Comment? Vous êtes étonné? Mais
Vous avez sûrement entendu parler de détectives aveugles. Seulement dans les romans. De plus, je n'ai jamais entendu dire que vous étiez affligé de cette infirmité. Bien des gens ne s'en rendent pas compte. Je porte aujourd'hui un masque pour protéger mes pupilles de la lumière artificielle. Voyez-vous, mes yeux ne peuvent distraire mon jugement. Mais assez parlé de mes misères. Voulez-vous que nous nous rendions tout de suite à mon bureau? Ou préférez-vous m'exposer votre affaire ici? Cette dernière hypothèse serait peut-être la meilleure. Un garçon apporta 2 chaises supplémentaires et les inconnus y prirent place. Celui qui n'avait pas encore prononcé un mot était petit, trapu et très brun. « Il s'agit d'une affaire très délicate, » reprit son compagnon en baissant le ton. Il jeta un coup d'œil méfiant à Tuppence, et M. Blunt sembla deviner son hésitation. « Permettez-moi de vous présenter ma secrétaire particulière, Miss Grange, trouvée sur les rives de l'océan Indien. Un simple paquet de langes. Une histoire très triste. Miss Grange est mes yeux, elle m'accompagne partout. » L'inconnu adressa un salut courtois à la jeune femme. « Je puis donc parler librement. Ma fille, qui a 16 ans, vient d'être enlevée. Je l'ai appris il y a juste une demi-heure. Les circonstances de son enlèvement sont telles que je n'ose m'adresser à la police. J'ai téléphoné à votre bureau, où l'on m'a dit que vous étiez parti déjeuner et ne seriez de retour que vers 2h30. Je suis donc venu ici avec mon ami, le capitaine Harker. » L'intéressé avança le cou et grommella quelques mots inintelligibles. Par le plus heureux des hasards, il s'est trouvé que nous déjeunions au même restaurant. À présent, il importe de ne pas perdre une minute. Ayez l'amabilité de m'accompagner chez moi tout de suite. Tommy suggéra. Je puis vous rejoindre d'ici une demi-heure, car au préalable je dois passer à mon bureau. Le capitaine Harker, qui se tournait à ce moment vers Tuppence, aurait pu se montrer surpris du léger sourire flottant sur les lèvres de la jeune fille. Impossible, nous ne pouvons nous permettre de perdre du temps. Il sortit un Bristol de sa poche, qu'il tendit à Tommy. Voici ma carte. Ce dernier effleura le carton des doigts. Mes doigts ne sont pas assez sensibles pour cela. Il le passa à Tuppence, qui lut « Duc de Blairgowrie ». Elle leva les yeux avec intérêt sur leur client. Le duc de Blairgowrie était une personnalité bien connue, qui avait épousé la fille d'un marchand de porc de Chicago, bien plus jeune que lui et dont le tempérament léger menaçait, paraît-il, leur union. Certaines rumeurs commençaient à circuler à propos de leur mésentente. « Vous venez tout de suite, monsieur Blunt ?» reprit le duc, avec une pointe d'impatience dans le ton. Tommy dut se rendre. « Miss Grange et moi vous accompagnerons, déclara-t-il, calmement. « Mais j'aimerais d'abord commander une grande tasse de café noir. Cela ne prendra pas longtemps. Je suis sujet à des maux de tête épouvantables et seul le café agit favorablement sur mes nerfs. » Il héla un garçon, passa sa commande et se tourna vers sa compagnie. « Miss Grange, demain je déjeune ici avec le chef de la sûreté française. Veuillez prendre note du menu que vous confierez au maître d'hôtel, en priant de me réserver ma table habituelle. J'assiste la police française dans une affaire importante. La rémunération, il marqua un instant avant de reprendre, est considérable. Êtes-vous prête, Miss Grange? Certainement, monsieur, fit Tuppence le crayon à la main. Nous commencerons par la salade de shrimps, et oui, omelette Blitz, et peut-être un couple de tourneaux à l'étranger. Il réfléchit et murmura sur un ton d'excuse. Vous me pardonnerez, j'espère. Ah, et un soufflet surprise, cela couronnera le repas. Un homme extrêmement intéressant, ce fonctionnaire français. Vous le connaissez probablement. Le duc répondit négativement, tandis que Tuppence se levait pour aller transmettre le message au maître d'hôtel. On apportait le café quand elle revint à sa place. Tommy but le breuvage à petites gorgées, puis abandonna son siège. Miss Grange, Bacane, merci. Direction, s'il vous plaît. À nouveau, Tuppence ressentit une terrible angoisse, tandis qu'elle annonçait. Un pas à droite, 18 tout droit. Au 5e pas, un garçon sert à la table, située à votre gauche. Balançant sa canne avec des involtures, Tommy se dirigea vers la sortie. Tuppence sur ses talons, au cas où elle devait intervenir pour le guider. Tout se passa bien jusqu'au moment où ils atteignirent la porte, d'où un homme surgit. Avant que la jeune femme pût prévenir l'aveugle, il se heurtait au nouveau venu. L'explication et mots d'excuse s'ensuivirent. Le long du trottoir, une élégante Austin les attendait. Le duc aida lui-même l'aveugle à s'y installer. « Vous avez votre voiture, Harker ?» lança-t-il par-dessus son épaule. « Oui, juste au coin de la rue. »« Prenez Miss Grange avec vous, voulez-vous »
Il sauta au volant, près de Tommy, et le véhicule s'éloigna sans bruit. « Une affaire très délicate, expliqua-t-il. Je vais vous exposer tous les détails, le temps du parcours. » Son voisin eut un geste vers son bandeau. « À présent, je puis retirer ceci. Je ne suis plus sous l'éclairage intensif du restaurant. » Mais son bras fut rabaissé brutalement, tandis qu'un objet dur lui pressait les côtes. « Non, mon cher monsieur Blunt, trancha la voix du duc. Une voix au ton brusquement changé. Vous n'en ferez rien, vous allez rester bien tranquille, sans bouger, compris? Je ne tiens pas à me servir de mon pistolet, voyez-vous. Il se trouve que je ne suis pas du tout le duc de Blairgowrie. J'ai seulement emprunté son nom pour l'occasion, sachant que vous ne refuseriez pas d'accompagner un client si huppé. Je suis quelque chose de plus prosaïque que cela. Un simple marchand de jambon à la recherche de sa femme. Il devina le sursaut de son voisin. Cela vous dit quelque chose? Il rit. Cher monsieur, vous avez été incroyablement imprudent. J'ai bien peur que vos activités ne soient restreintes à l'avenir. Il articula ces derniers mots avec une sinistre ironie. Tommy ne daigna pas répondre. Bientôt, la voiture ralentit puis s'immobilisa. Un moment. Le conducteur pressa un mouchoir dans la bouche de Tommy et serra une écharpe par-dessus. Cette précaution pour le cas où vous seriez assez fou pour essayer d'appeler à l'aide. La portière s'ouvrit et le chauffeur qui attendait aida son maître à guider le prisonnier au haut de quelques marches. Une porte se referma sur eux, et une lourde odeur de parfum oriental surprit le nouveau venu. Ses pieds s'enfoncèrent dans une épaisse moquette, puis on lui fit monter d'autres marches et pénétrer dans une pièce qu'il jugea située sur l'arrière de la maison. On lui lia les poignets, après quoi le chauffeur se retira, et le pseudo-duc le libéra de son bâillon. « À présent, vous pouvez parler librement. Qu'avez-vous à dire, jeune homme ?» Tommy se racla la gorge et exécuta quelques mouvements avec son maxillaire inférieur douloureux. « J'espère que vous n'avez pas perdu ma canne creuse, s'enquit-il. Je l'ai fait fabriquer spécialement, et cela m'a coûté une fortune. Vous avez du culot, à moins que vous ne soyez complètement idiot. Ne comprenez-vous pas que je vous tiens, que vous êtes entièrement à ma merci, que personne n'a jamais la moindre chance de vous revoir? Ne pouvez-vous pas éviter le mélodrame? Dois-je m'écrier « Misérable, je puis encore vous faire échouer. Ce genre de scène est tellement passé de mode. » Et la fille, n'êtes-vous pas ému en pensant à elle? Au cours de mon silence forcé, je suis arrivé à l'inévitable conclusion que le bavard Harker appartient au complot, et que mon infortuné secrétaire se joindra bientôt à ce joyeux entretien. Vous avez particulièrement raison, Madame Beresford. Vous voyez que je suis bien renseigné sur votre compte. Madame Beresford ne sera pas amenée ici. C'est une petite précaution que j'ai prise, car il est fort probable que vos amis haut placés veillent sur vous. Si c'est le cas, il leur aura été impossible de suivre deux voitures en même temps, et je garderai toujours l'un de vous en mon pouvoir. À présent, j'attends... La porte s'ouvrit à ce moment, et le chauffeur annonça. Vous n'avez pas été suivi, monsieur. La route est libre. Parfait. Vous pouvez vous retirer, Grégory. La porte se referma. Jusqu'ici tout va bien, et maintenant qu'allons-nous faire de vous, monsieur Beresford Blunt? Je souhaiterais que vous ôtiez ce maudit masque de mes yeux. Je ne pense pas pouvoir accéder à votre demande. De la sorte, vous ne voyez rien, alors que normalement vous n'êtes pas plus aveugle que moi. D'ailleurs, cela ne servirait pas, mon petit plan, car j'ai un plan. Vous êtes amateur d'événements à sensation, monsieur Blunt. Le jeu auquel vous vous adonniez aujourd'hui avec votre femme le prouve. À mon tour, j'ai arrangé un petit jeu. Quelque chose d'assez ingénieux, vous l'admettrez, lorsque je vous l'aurai expliqué. Le sol sur lequel nous sommes est en métal, et sa surface est parsemée de minuscules boules. Je touche un bouton, et ainsi. On entendit un déclic. Et le courant électrique les traverse. Poser le pied sur un de ces fils conducteurs signifie la mort. Vous avez compris? Si vous pouviez voir, mais vous ne le pouvez pas. Vous êtes dans l'obscurité la plus complète, et c'est ça le jeu. Colin Maillard avec la mort. Si vous réussissez à atteindre la porte sain et sauf, vous êtes libre. Mais je crois qu'avant cela, vous aurez marché sur un fil à haute tension. Ce sera très amusant. Pour moi. Il délia les liens de Tommy et tendit la canne avec un salut ironique. Voyons si le détective aveugle réussira à résoudre cette énigme. Je vous surveille, le revolver au poing. Prêt à intervenir si vous esquissez le moindre geste vers votre bandeau. Vous comprenez? Parfaitement.
Tommy, bien que pâle, n'en perdait pas moins courage. Je suppose que je n'ai pas la moindre chance. Oh, ça. Vous êtes un drôle d'esprit tortueux, mais cependant, vous avez oublié une chose. À propos, puis-je allumer une cigarette? Mon pauvre cœur bat la chamade. Oui, mais pas de blague, hein. Souvenez-vous que j'ai mon revolver braqué sur vous. Je ne suis pas un chien de cirque. Il sortit son étui à cigarette et palpa sa poche à la recherche de ses allumettes. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas armé. D'ailleurs, vous le savez bien. Tout de même, comme je le disais, vous avez oublié un détail. Quoi donc? Tommy éleva une allumette, prêt à la craquer. Je suis aveugle et vous pouvez voir. L'avantage est donc pour vous. Mais supposons que nous soyons tous les deux dans l'obscurité. Que devient votre avantage alors? Le faux duc eut un rire de mépris. Vous espérez actionner le commutateur? Impossible. Je vous l'accorde. Je ne puis donc pas vous plonger dans l'obscurité. Mais les extrêmes se touchent, vous savez. Voici pour vous de la lumière. Tout en parlant, il approcha l'allumette d'un objet qu'il tenait dans la main et qu'il lança sur la table. Aveuglé un moment par l'intense flamme blanche, l'homme plissa les paupières et se rejeta en arrière alors que son arme tremblait dans sa poignée. Il rouvrit les yeux au contact d'un objet pointu qui lui piquait la poitrine. « Lâchez ce revolver, ordonna Tommy. Vite! Je vous accorde qu'une canne creuse est de peu d'utilité, mais lorsqu'il s'agit d'une canne épée, c'est une autre affaire. Ne trouvez-vous pas? Lâchez ce revolver! » Menacé par la longue pointe, l'homme fut forcé d'obéir. Mais soudain, il ricana et exécuta un saut en arrière. « J'ai toujours l'avantage sur vous. Je vous vois, et vous pas. Vous vous trompez, mon cher, je vois aussi bien que vous. J'avais l'intention de donner un de ces bandeaux à Tuppence. On commence par faire une ou deux bévues, et ensuite, on se montre un merveilleux observateur, en prétendant avoir développé ses sens de l'odorat et de l'ouïe. Savez-vous que j'aurais très bien pu sortir du restaurant, en évitant tous les obstacles? Mais mon intuition me disait de me méfier de vous, car je me doutais que vous ne jouiez pas franc jeu. Vous ne m'auriez jamais laissé sortir d'ici vivant. Prenez garde. » Le visage convulsé de rage, l'homme se lança en avant, oubliant dans sa fureur où il posait les pieds. Un éclair bleu crépita, le bandit vacilla et tomba d'une masse, alors qu'une odeur de chair brûlée mêlée à celle de l'ozone emplissait la pièce. Tommy s'épongea le front. S'orientant avec précaution, il se dirigea vers le mur et actionna le bouton que son gardien avait manipulé. Il s'approcha de la porte qu'il ouvrit sans bruit pour jeter un coup d'œil à l'extérieur. Ne voyant personne alentour, il descendit les escaliers et sortit. En sécurité dans la rue, il leva les yeux sur la maison avec frisson, tout en notant le numéro. Puis il se hâta vers la cabine téléphonique la plus proche. Il écouta avec angoisse la sonnerie et une voix bien connue lui répondit. « Tuppence, Dieu soit loué. »« Oui, il ne m'est rien arrivé. J'avais bien noté votre message. Le shrimp se présente au Blitz et suit les deux étrangers. Albert est arrivé à temps, et lorsqu'on nous a emmenés tous les deux dans deux voitures différentes, il m'a suivi en taxi, repéra le lieu où on m'enfermait et appela la police. Albert est un bon garçon, très chevaleresque. J'étais presque certain qu'il choisirait de vous suivre vous. N'empêche que j'étais inquiet. J'ai un tas de choses à vous raconter. Je rentre directement, et la première chose que je ferai à mon retour sera d'envoyer un chèque colossal à Saint Dunstan. Ce doit être vraiment horrible d'être aveugle. Fin.